Comme toujours, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. Face à un monde de plus en plus globalisé, les grandes puissances mènent une guerre économique intense en Afrique. Face à ces évolutions des relations internationales, il convient pour ces pays africains de développer des stratégies et autres mécanismes afin de tirer pleinement profit de ces différentes formes de coopération. C'est ainsi que la diplomatie économique apparaît comme un modèle. Le concept renvoie d'une part à l'extension des prérogatives de la diplomatie classique des États dans le champ économique et de l'autre à la nécessité d'ajustement des États aux effets de la mondialisation économique. Quelle contribution de la diplomatie économique au développement des États africains? La zone de libre-échange continentale pourrait-elle constituer un outil efficace de renforcement de la diplomatie économique intra-africaine? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons de développement durable et inclusif. Depuis plusieurs années, les pays africains travaillent à promouvoir un développement économique durable et inclusif. Il s'agit d'un modèle à travers lequel est assuré un équilibre entre les piliers économiques, social et environnemental, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Un modèle inclusif qui accorde les mêmes chances à tous les citoyens en éradiquant la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale. Quels sont les leviers d'un développement durable et inclusif sur le continent africain? Comment développer les investissements et transformer les opportunités de l'Afrique pour promouvoir ce développement durable et inclusif? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Babacar Saneba, vous êtes consultant international, également spécialiste en diplomatie économique. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup Daouda pour m'avoir invité à revenir sur les antennes de la Midi TV et je suis aussi très honoré de partager ce plateau avec M. Bey. Et très honoré aussi de partager à nouveau ce plateau avec vous et également avec votre co-débatteur, M. Modou Bey. Vous êtes inspecteur des trésors, également spécialiste en finance et commande publique. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu. Merci plutôt d'avoir répondu à notre invitation puisque vous en êtes à votre première participation au débrief. Merci beaucoup Daouda Sow de m'avoir invité. Je suis aussi tout aussi heureux de partager ce plateau avec mon co-débatteur, M. Babacar Saneba. Et plaisir tout aussi partagé. Je reviens d'ailleurs à Babacar. Pour vous, Babacar, la diplomatie économique, elle renvoie justement à quoi? À quoi? D'abord, expliquer que nous sommes dans un monde géopolitiquement fragmenté, avec de grands blocs que vous connaissez, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine qui est la deuxième puissance économique mondiale, l'émergence des BRICS et l'Afrique, naturellement, qui est aujourd'hui à la croisée des chemins, puisque l'Afrique est partagée entre aujourd'hui des pressions extérieures, donc nous sommes exposés à de nombreuses vulnérabilités, à des aspirations à la souveraineté, ce sont les vents de changement avec les appels de souverainisme que vous avez, mais aussi avec un besoin urgent de transformation. Et donc, à cet égard, nous sommes tous d'accord que la souveraineté ne peut plus être que politique. Elle doit être économique, elle doit être pharmaceutique, elle doit être technologique, elle doit être monétaire, elle doit être sécuritaire. Et c'est là où la diplomatie économique apparaît comme un levier stratégique de souveraineté, puisque la diplomatie économique permet naturellement à nos États de pouvoir sécuriser leurs approvisionnements, tout comme elle permet à nos États de pouvoir attirer des investisseurs étrangers pour financer le développement. Elle doit permettre à nos États de travailler sur des stratégies de conquête de marché pour diffuser nos produits, pour rééquilibrer nos balances commerciales, mais également elle doit nous permettre de pouvoir peser sur les relations internationales puisqu'elle permet aussi d'influer sur les négociations commerciales internationales. Mais quel défi également relevé pour en arriver à cela, à cette diplomatie économique-là, ces défis également de transformation sur le continent? Le premier défi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le parachèvement de l'intégration africaine. J'ai rappelé tout à l'heure que nous sommes dans un monde géopolitique fragmenté. Les États-Unis d'Amérique qui continuent de dominer le monde, un déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie-Pacifique, particulièrement vers la Chine, qui est la deuxième puissance mondiale. L'Europe a compris qu'il fallait s'unir pour ne pas disparaître devant l'hégémonie américaine. À défaut de le faire politiquement, ils l'ont fait économiquement. La zone euro, c'est la première zone commerçante du monde. Puis il y a l'émergence de puissances à vocation régionale, les BRICS par exemple. Et donc l'Afrique, quand la Chine a lancé la BRI, la Belt and Road Initiative, avec 900 milliards de dollars de financement mobilisés, les Européens ont réagi en mettant le Global Gateway avec 300 milliards d'euros. Et c'est la pertinence de la ZLECAf qui est le plus grand
projet géopolitique que l'Afrique n'a jamais réalisé, qui a pour ambition d'avoir, c'est un marché de 1,4 milliard de personnes avec un PIB cumulé de 3 400 milliards de dollars, dont l'ambition est d'effacer sur les 5 prochaines années 90% des droits de douane. Donc le premier défi, c'est le parachèvement de la ZLECAf qui crée un marché unique qui est le plus grand accord de libre-échange au monde en termes de pays participants, 54 sur 55. Quand nous aurons maintenant entamé le parachèvement de cet accord qui est déjà rentré en vigueur, qu'est-ce que nous devons faire? L'ambition de la ZLECAf, c'est industrialiser l'Afrique. C'est de connecter les villes africaines, les pays africains, c'est de passer du régionalisme, puisque nous avons 8 CR, les communautés économiques régionales. Donc on a un régionalisme très avancé, très dense, et le défi, c'est de passer du régionalisme au continentalisme, puisque c'est le marché de demain. Et donc, quand aujourd'hui nous sommes à 15% de commerce intra-africain, 15%, c'est très faible, pendant que l'Europe est à 60%, l'Asie est à presque 40%, l'Amérique est à presque plus de 40%, nous sommes à 15%. La première conséquence, c'est que nous sommes exposés au choc extérieur. Quand la Russie et l'Ukraine font la guerre là-bas, ça impacte nos populations, parce que nous commerçons plus avec le reste du monde qu'entre nous-mêmes. Et donc, comment maintenant relever le commerce intra-africain? Ce qui en appelle également à lever certaines barrières aujourd'hui qui représentent des contraintes à cela. Absolument. Et j'en viens à M. Bey. Comment aujourd'hui ce modèle de diplomatie, je veux bien sûr parler de la diplomatie économique, peut contribuer à renforcer aujourd'hui ces relations bilatérales et multilatérales aujourd'hui des pays africains, ainsi que la diversification même de leurs partenariats économiques, puisqu'il l'a dit, de plus en plus, l'Afrique est ouverte aujourd'hui. Il y avait les traditionnels aujourd'hui partenaires français, mais de plus en plus, l'Afrique est ouverte aujourd'hui à différents partenaires. Oui, mais merci Daouda. Je pense que la diplomatie économique, c'est un levier très important parce qu'elle consiste à utiliser de façon stratégique la diplomatie pour transcender cette diplomatie classique que nous avions, une diplomatie qui se limitait à protéger les territoires ou à assurer le prolongement des États à l'extérieur, comme un moyen pour renforcer non seulement nos exportations, mobiliser des financements extérieurs, mais également, comme l'a rappelé M. Babacar Saneba, et surtout essayer de vendre l'image de marque du Sénégal à l'extérieur. Je pense que c'est ça qui est le plus important par rapport à la diplomatie économique. Maintenant, après, ce n'est pas une tâche facile, parce qu'il y a beaucoup de défis. Les défis, c'est d'abord, si on prend, parce que cette diplomatie-là, il faut en parler soit dans le contexte africain ou dans le contexte sénégalais. Je pense que lui, il l'a plus développé dans le contexte africain. Mais si on prend spécifiquement... Allez-y pour le contexte sénégalais. Si on prend spécifiquement le contexte sénégalais, déjà, nous avons la faiblesse structurelle de notre économie nationale. Qu'est-ce que nous vendons? Nous vendons du phosphate. Nous vendons... les secteurs dans lesquels nous sommes productifs, c'est la pêche, c'est l'agriculture. Peut-être c'est bientôt le pétrole et le gaz. Mais ça veut dire que la faiblesse structurelle de notre économie, ça, la diplomatie économique ne peut pas le compenser, premièrement. Deuxièmement, nous sommes dans des pays où les entreprises ne sont pas à jour par rapport aux standards internationaux. Vous avez des entreprises qui, en termes de normes sanitaires, en termes de qualité, en termes de respect des délais de livraison, ne sont pas à l'image des géants mondiaux. Et ça aussi, la diplomatie économique ne peut pas le compenser en termes de défis. Nous avons aussi un déficit infrastructurel. Ce déficit-là, c'est quoi? Ce déficit en port, ce déficit en transport de façon globale. Et ça aussi, la diplomatie économique ne peut pas le compenser. Ici, ajoute, vous avez les problèmes qui sont liés aux ressources humaines, qui ne sont pas souvent qualifiées en la matière. Vous avez également des défis qui sont liés à l'absence de coordination entre tous les acteurs qui interviennent dans la diplomatie économique. Parce qu'il y a le ministère des Affaires étrangères, certes, qui joue un rôle clé, mais à côté, il y a le ministère de l'économie, il y a le ministère des Finances, il y a le ministère du Commerce. Il y a également d'autres agences telles que l'APIX pour la promotion des investissements ou l'ACEPEX pour la promotion des exportations. Et il nous faut une coordination. Troisièmement, il y a les faiblesses qui sont liées à notre dépendance de l'extérieur, l'environnement interne et international. Et si l'on vous suit bien, M. Bey, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il y a d'abord des défis à relever. Avant même de relever les défis aujourd'hui de la diplomatie économique, il y a d'abord des défis structurels à relever d'abord à notre niveau, avant d'en arriver aujourd'hui à cette diplomatie économique-là. Évidemment, il y a des défis structurels qui sont là
Et j'étais en train de lister, mais vous avez également les chocs externes. Il a dit notre économie est vulnérable aux chocs externes. Et ça, la diplomatie économique ne peut pas compenser ça. Vous avez également le fait que la crise qui est intervenue récemment au niveau du Sahel, ça aussi, ça peut affecter l'image de marque des pays africains qui sont à côté et ça peut affecter notre diplomatie économique. Sans compter le fait qu'il y a une concurrence accrue entre les États par rapport à la diplomatie économique, chaque État essayant de vendre son pays. Donc, vous avez vu ce qui se passe récemment avec le Maroc. Le Mali était notre premier client. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a le Togo qui nous a raflé la mise sur cet aspect-là. Et vous voyez que cette concurrence accrue aussi entre les États, c'est des choses que la diplomatie économique a. Elle seule ne peut pas compenser. Donc, il nous faut, au-delà de la diplomatie économique, il nous faut travailler sur les fondamentaux de notre économie. Et ça doit venir en complément de la diplomatie, parce que pour vendre aussi, il faut vendre quelque chose. Tout à fait. Il faudrait d'abord travailler, comme vous l'avez rappelé, sur les fondamentaux de notre économie avant d'en arriver aujourd'hui. Qui sont aujourd'hui introvertis. Tout à fait, avant d'en arriver aujourd'hui à cette diplomatie économique-là. Et selon vous, comment aujourd'hui cette diplomatie économique peut contribuer à booster ces opportunités d'investissement également? Il y a un lien de causalité entre la structure de notre économie et aujourd'hui ce que la diplomatie économique permet de faire pour mettre à niveau notre économie, effectivement. Puisque la diplomatie économique, c'est l'ensemble des stratégies, des politiques et des actions qu'un État met en œuvre pour promouvoir ses intérêts sur la scène internationale, ses intérêts économiques particulièrement. Donc c'est d'abord aujourd'hui préparer notre secteur privé national pour que ce secteur privé national soit à jour, comme il l'a dit, soit à niveau pour être réceptacle d'investissements internationaux. Parce que les investisseurs internationaux, quand ils investissent à l'international, ils sont préoccupés par des questions de rendement. On n'investit pas dans un pays où il n'y a pas un environnement des affaires favorable. Et c'est la pertinence d'avoir aujourd'hui la politique d'attractivité du Sénégal, que nous avons un code des investissements pour dire aux investisseurs, venez au Sénégal, parce que nous sommes le pays le plus stable en Afrique, parce que nous avons des zones économiques spéciales, nous avons des incitations fiscales à travers nos zones économiques spéciales. Nous avons aujourd'hui de la main-d'œuvre qualifiée. Nous sommes à 4-5 heures des centres européens et des centres américains à quelques minutes. Et nous sommes le pays le plus stable en Afrique. Et c'est vrai, et nous avons des infrastructures telco, etc. Donc, la diplomatie économique permet déjà aussi de préparer notre secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui doit être assez sexy pour être réceptacle des investisseurs. Sinon, il y a une compétition, comme il l'a rappelé, très dense, compétition pour les marchés et pour les ressources. Tous les pays vendent leur attractivité. Et c'est là la pertinence maintenant d'avoir une stratégie de diplomatie économique proactive, je dis bien proactive, pour aller sur les marchés internationaux, pour d'abord préparer notre secteur privé, pour que ce secteur privé soit en mesure d'être réceptacle des investissements internationaux, mais aussi pour bâtir des champions économiques. Parce que depuis que le Sénégal existe, nous avons le problème du Sénégal, c'est que nous avons une balance commerciale chroniquement déficitaire. Nous achetons plus que nous vendons, ce qui fait que, comme il l'a pertinemment rappelé, le Mali c'était notre premier client commercial qui chargeait ici au port de Dakar. Aujourd'hui, Lomé nous a dépassé, puisque Lomé représente aujourd'hui environ 7% du commerce extérieur du Mali, pendant que nous reculons à 3%, et Dakhla Atlantique va arriver, puisque aussi l'exemple de cette chaîne ici à Dakar est un exemple de diplomatie économique proactive. L'accès de ces pays du Sahel à l'Atlantique. Parce que l'initiative royale qui va arriver pour Dakhla Atlantique 2029, l'ambition du Maroc, c'est d'adresser les 3 pays de l'AES. Ça va encore endiguer le port de Dakar, et donc nous devons réagir dans notre stratégie portuaire avec Ndayane, puisque Ndayane, ce sera le plus grand port en Afrique de l'Ouest en eau profonde, puisque Lomé est beaucoup plus profond, beaucoup de tankers ne peuvent pas arriver. Donc, sur les questions de transbordement, de problèmes au port de Dakar, donc nous devons réagir. Et nous avons aujourd'hui une opportunité avec la ZLECAf, puisque le Sénégal, c'est un marché de 18 millions de personnes. La CEDEAO, c'était 15 pays, c'était 400 millions de personnes, avec le schéma de libéralisation des échanges, avec le certificat d'origine qui était presque méconnu, qui existe depuis 1979, rentré en vigueur en 1994. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes règles d'origine qu'on va appliquer à la ZLECAf. Donc, si notre secteur privé national n'est pas préparé, on sera encore sur le bord de ce grand marché qui est l'avenir de l'Afrique. Mais pour que ce secteur privé soit préparé, c'est là, je pense, la pertinence de la diplomatie économique qui doit
en permanence, je dis bien en permanence, comme ce que fait le Maroc. Le Maroc et le Rwanda, c'est deux exemples que j'ai étudiés moi dans mon ouvrage sur la diplomatie économique, sur le modèle de réussite. Le Maroc aujourd'hui a bâti la première industrie automobile en Afrique, devant l'Afrique du Sud. C'est de la diplomatie économique, avec une succession de plans, Maroc vert, etc. Le Rwanda aujourd'hui fait ce qu'on appelle du nation branding, comme il a dit tout à l'heure. Visite Rwanda, que vous voyez sur les maillots des grands clubs, c'est de la stratégie de diplomatie économique. Quand le Rwanda a mis en place le Kigali International Finance Center, ils ont noué des accords financiers avec Londres et Dubaï pour ramener des centaines de millions de dollars au Rwanda. Le Rwanda, en superficie, c'est la région de Louga, qui aujourd'hui nous devance, organise de grands événements internationaux, ce que nous ne faisons plus à Dakar. Le Maroc fait le GITEX Africa, organise les assemblées annuelles de la Banque mondiale. Kigali va accueillir des courses de Formule 1. Pendant ce temps, nous aussi au Sénégal, nous sommes en train de stagner et c'est là la pertinence d'avoir une stratégie de diplomatie économique pour repositionner, je dis bien, repositionner le Sénégal. Et nous reviendrons tout à l'heure sur la nécessité de repositionner le Sénégal, puisque vous en avez parlé dans votre ouvrage également qui traite de diplomatie économique. Oui. Nous reviendrons tout à l'heure sur la question. Oui. Et M. Bey, selon vous, quels sont les enjeux et défis auxquels cette diplomatie économique fait face au Sénégal? Vous avez listé tout à l'heure certains défis qui aujourd'hui viennent avant la diplomatie économique, à savoir d'abord la question de notre économie, notre secteur privé et bien d'autres secteurs, mais relative aujourd'hui à la diplomatie économique, quels sont selon vous les enjeux et défis à relever? Oui, les enjeux, c'est un peu la souveraineté derrière, parce qu'il nous faut, pour moi, il nous faut déjà au Sénégal définir le secteur stratégique, les secteurs stratégiques. Autant des fois on parle de secteur stratégique, des fois on parle de secteur prioritaire, des fois de secteur clé. Il nous faut une loi pour définir quels sont ces secteurs-là. C'est ça qui est le plus important. Il faut avoir des secteurs stratégiques. Qu'est-ce qui est stratégique au Sénégal? Ou prioritaire ou clé, selon le terme que nous voulons. Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est la pêche? Est-ce que c'est les fintech? Et ces secteurs-là, il faut les protéger déjà. Il faut les protéger parce que si vous financez ces secteurs avec intégralement des ressources externes, vous êtes vulnérable au choc externe. Tout à fait. Si vous voulez financer ces secteurs avec des ressources complètement endogènes, vous ne profitez pas des opportunités que vous offrent les échanges avec les pays extérieurs, notamment à travers les investissements directs étrangers, les zones économiques spéciales, les partenariats publics-privés si on est dans le champ de la commande publique. Donc vous êtes obligé de trouver un équilibre. Et c'est à ce niveau-là où la diplomatie économique est un levier stratégique. Et comment en arriver à cet équilibre-là, comme vous l'avez dit? Ne pas trop dépendre des financements extérieurs, ne pas non plus trop dépendre aujourd'hui des sources de financement. C'est des choix, il faut définir des ratios, il faut d'abord définir des secteurs stratégiques. Qu'est-ce qu'un secteur stratégique? Je sais qu'il y a beaucoup de critères qui sont utilisés dans le monde, dans beaucoup de pays. C'est des secteurs à forte valeur ajoutée, premièrement. Deuxièmement, c'est des secteurs qui créent des emplois durables. Troisièmement, c'est des secteurs pour lesquels il y a le transfert de technologie qui est assuré. Et à partir de ce moment-là où on définit, pour qu'on sache au Sénégal qu'est-ce qui est clé, qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui est prioritaire, il nous faut ensuite réfléchir sur le modèle de financement. On peut définir des ratios en disant 60-40, 70-30, pour que le financement soit bien réfléchi, soit bien pensé, à même de nous permettre de ne pas trop dépendre du financement externe. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un secteur stratégique et ne pas le protéger. Tout à fait. Or, comme il l'a dit, notre balance commerciale est souvent, pour ne pas dire toujours déficitaire. C'est normal. Et si l'on reste vous importez 1072 milliards. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Si l'on reste avec cette balance commerciale souvent déficitaire aujourd'hui, on constate que des pays également comme le nôtre, nous exportons beaucoup également de matières premières et en retour importons beaucoup aussi de produits manufacturés, c'est-à-dire transformés ailleurs et puis ramenés au Sénégal pour nous être vendus. Est-ce que cela n'appelle pas également à relever ce défi-là aujourd'hui de la transformation ou de l'industrialisation pour faire cette transformation à travers ces secteurs stratégiques clés ou bien prioritaires, faire cette transformation aujourd'hui sur au niveau du territoire national, bien sûr, c'est-à-dire au Sénégal, pour le vendre au Sénégal, plutôt que d'exporter les matières premières et de venir nous revendre les produits manufacturés. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Daouda, sauf à préciser en amont que une balance commerciale toujours déficitaire n'est pas signe d'une mauvaise santé économique forcément. Tout à fait. Je peux donner l'exemple de la Norvège, qui a choisi délibérément, dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz en Norvège, d'investir tout ce qui sort de son fonds souverain à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Et ce qui fait que sa balance commerciale est déficitaire. Pourtant, ce n'est pas le signe d'une mauvaise gestion financière ou d'une mauvaise économie. Bon, par contre, dans nos États,
Au-delà même de ce déficit-là, si on analyse les fondamentaux, ça traduit juste des États qui ne produisent pas beaucoup, qui n'industrialisent pas et qui sont trop dépendantes des produits finis de l'extérieur, qui exportent que de la matière première. À partir de ce moment-là, ce déficit-là, il faut analyser de façon profonde. Ce déficit que nous avons, essayer de trouver des solutions. Parce que je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas être dans un pays où vous importez 1072 milliards en denrées de première nécessité. Et au-delà de les importer, c'est que l'État ne gagne pas en taxes. L'État a déjà supprimé la taxe. Et au-delà, l'État subventionne même. C'est-à-dire non seulement l'État a supprimé la taxe, l'État subventionne, mais n'empêche, on achète à ce niveau-là. Ça veut dire que nous avons réfléchi à des moyens d'endogénéiser. Moi, je ne préfère pas parler de souverainisme, je préfère des termes comme équilibrisme, parce que souvent, le souverainisme, c'est des concepts qui sont forts symboliquement, mais qui sont vides de sens. Tout à fait. Dans un monde interconnecté et mondialisé. D'où l'appel aujourd'hui à cette endogénéisation de l'économie. Et j'en viens à M. Ba pour aborder votre ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a à peu près, je pense, près d'une année où vous avez présenté l'ouvrage Diplomatie économique, les clés de la prospérité pour le Sénégal, un livre paru aux éditions universitaires européennes. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les stratégies, en tout cas dans cet ouvrage, les stratégies que vous avez déclinées pour permettre au Sénégal de se repositionner sur la voie d'une croissance durable et inclusive? J'en propose 6. Et au moment où je vous parle, le second livre sur la ZLECA fait un cours d'édition aux éditions L'Harmattan, où j'écris sur les défis de la zone de libre-échange et comment le Sénégal peut se positionner. Mais je voudrais réagir rapidement sur la pertinence des propos de M. B qui a parlé du financement de notre économie. Aujourd'hui, nous devons avoir une stratégie de financement de notre économie. Et nous devons avoir une stratégie commerciale. Quelle est aujourd'hui la stratégie commerciale du Sénégal? Ça, c'est une grande question à laquelle nous devons répondre. Parce qu'il nous faut avoir une stratégie commerciale. Qu'est-ce que le Sénégal? Quelle est la stratégie commerciale du Sénégal? Et pour répondre à ce défi-là, par rapport au fait que nous sommes très vulnérables, l'une des premières réponses, c'est la diversification de notre économie et de nos partenariats. Nous étions focus sur un mode de coopération avec des pays du Nord. Aujourd'hui, nous devons élargir les horizons géographiques, diversifier ce que la Norvège, qui l'a cité, est en train de faire. C'est ce que Dubaï a fait. Et de plus en plus, c'est ce que l'on voit au Sénégal aussi avec les actuelles autorités. Absolument. Il faut diversifier pour ne pas être dépendant déjà d'une économie de rente. C'est ce que la Norvège avec le fonds souverain, c'est ce que le Qatar Investment Authority est en train de faire. Et c'est ce que le Sénégal aussi veut faire avec le fonds souverain intergénérationnel. Parce que nous devons diversifier pour éviter des expériences comme celle du Nigeria qui dépendent que du pétrole quand les cours baissent. Donc il y a des problèmes. Donc diversifier, élargir et évoquer et regarder les nouvelles sources de financement. Ce que le Sénégal aussi est en train de faire. On parle aujourd'hui de diaspora bond, on parle de financement vert, on parle de finance islamique. Donc nous devons diversifier. Et pour venir sur votre question à proprement parler, c'est les stratégies que moi j'ai proposées dans cet ouvrage. Il y en a encore 6, environ 6. La première, c'est une stratégie d'attractivité du Sénégal. C'est-à-dire que nous devons travailler en mobilisant tout le réseau diplomatique du Sénégal en fonction des régions du monde pour voir déjà qu'est-ce qui est attendu de chaque région du monde. Ça, c'est d'abord dans le cadre d'une stratégie que le Sénégal doit avoir. Et donc, attractivité des investisseurs, parce que nous avons besoin de financer, nous avons besoin pour la première phase, la SND 2025-2029, je pense que nous avons besoin de beaucoup d'argent, presque plus de 14 000 milliards. Donc nous devons amener des investisseurs et dans cette stratégie d'attractivité, c'est travailler sur l'environnement des affaires, travailler sur le cadre. Et qu'en est-il des autres stratégies? Voilà, les autres stratégies, rapidement, c'est donc attraction des investissements, stratégie de conquête de marché pour diffuser les produits made in Sénégal et particulièrement dans notre zone de libre-échange, le marché africain, où on a un schéma de libéralisation. Troisième stratégie, c'est la promotion du transfert de technologie, parce que nous avons besoin de technologie. Les investissements peuvent être de l'argent ou de la technologie pour accompagner la transformation industrielle. Quatrième stratégie, c'est la mobilisation des flux de notre diaspora, parce que nous avons besoin des diasporas bonnes. Cinquième stratégie, c'est la promotion de la coopération décentralisée pour accompagner nos territoires, parce que nous avons une dynamique de territorialisation des politiques publiques pour corriger la macrocéphalie de la région de Dakar. Donc nous devons accompagner les territoires. Sixième stratégie, c'est une stratégie de repositionnement du Sénégal comme destination touristique en évoquant, en regardant les nouvelles offres touristiques, tourisme religieux avec nos cités religieuses. Repositionner le Sénégal comme destination touristique. Voilà. Mais en seconde partie du débrief, nous parlerons de tout à fait autre chose. Il s'agit aujourd'hui de développement durable et inclusif des pays africains et c'est tout de suite.
De retour pour la seconde partie de votre émission, le débrief. Monsieur Bey, dans le cadre de l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies, 17 objectifs de développement durable ont été fixés. Ces derniers couvrent l'intégralité des enjeux de développement dans tous les pays, tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation, entre autres. Quelle lecture aujourd'hui vous faites de l'atteinte de ces ODD-là aujourd'hui par les États africains que nous sommes? Oui, bon, je pense que les ODD, les États ont des résultats mitigés. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits dans les pays, surtout en termes de dispositions juridiques et législatives. Mais dans la mise en œuvre, les États sont un peu lents parce que ces ODD aussi, ça demande plus ou moins un accompagnement, ça demande des moyens financiers et les États n'ont pas toujours ces moyens-là ou ces moyens sont concentrés ailleurs parce que les États parfois ont d'autres priorités. Je donne l'exemple du développement durable. Oui, il nous faut concilier un développement qui nous permet d'atteindre la croissance économique tout en préservant l'environnement et le reste. Mais si vous êtes dans des États où vous avez des besoins primaires, souvent respecter ce développement durable, je donne l'exemple des marchés publics, par exemple dans le cadre des marchés publics avec les achats durables, c'est inscrit dans notre nouveau code des marchés publics, mais aucune autorité n'a pour le moment, à ma connaissance, réalisé un achat public durable. Parce que c'est comme si on vous demande d'acheter un peu plus cher, mais d'économiser dans le temps, de privilégier la logique économique à la logique budgétaire. Et c'est souvent cette difficulté-là qui font que les États préfèrent acheter moins cher tout en sachant que ça va leur coûter plus cher. Et d'ailleurs, même le paradoxe que vous soulevez, c'est le grand débat également entre pays du Nord et pays du Sud sur la question de l'exploitation de leurs ressources, comme les ressources fossiles aujourd'hui. Faut-il exploiter ou non? Et c'est également le débat qu'on trouve également entre ces pays. Tout à fait. Parce que là, bon, faut-il exploiter ou non, mais faut-il exploiter, faut-il diversifier ou bien faut-il commercialiser? Vous avez aujourd'hui des ressources pétrolières et gazières, il vous faut développer des stratégies. Je donne l'exemple de l'électricité qui est assez chère au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'on utilise le fuel. Alors si vous utilisez à côté des centrales électriques avec le gaz, ça peut coûter moins cher aux Sénégalais. Donc est-ce qu'il faut prendre le gaz de Mauritanie? Est-ce qu'il faut créer un hub énergétique à Saint-Louis pour utiliser ce gaz-là pour faire baisser le coût de production du gaz afin que ça se répercute sur les ménages pour avoir un coût d'électricité beaucoup moins cher? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'il faut vendre? C'est toutes ces questions-là. D'ailleurs, c'est ce qu'envisagent les actuelles autorités à travers le gaz to power. Exactement. La stratégie gaz to power, c'est vrai qu'ils envisagent ça, mais comme je l'ai dit, c'est des questions sur lesquelles il faut avoir les réponses claires. Surtout que vous avez à côté d'autres défis tels que la diversification aussi de l'économie, parce que quand vous avez des ressources pétrolières, vous avez d'abord besoin de développer ce qu'on appelle une stratégie de lissage des dépenses. Parce que ce que vous allez recevoir durant les années, ça peut fluctuer. Donc il vous faut trouver un équilibre. Puisque le pétrole, c'est des ressources épuisables dans le temps, là aussi, il vous faut développer une très bonne stratégie en ayant des règles de recettes, des règles de dépenses, mais aussi la règle de l'équilibre budgétaire. Ce qu'on a cherché à faire avec la loi portant gestion et encadrement des recettes pétrolières et gazières en 2022, mais qu'il faut pour moi continuer à parachever en se posant les bonnes questions. Quelles sont les ressources, quels sont les secteurs qui doivent être financés par ces ressources pétrolières? Parce qu'aujourd'hui, 90% des ressources issues de l'exploitation des hydrocarbures sont concentrées dans le budget. 10% sont logés dans un fonds intergénérationnel géré par le fonds 6. Mais ces 90%, ça doit financer quelles dépenses? La loi liste des secteurs et des dépenses, mais il faut être davantage précis pour nous voir qu'est-ce que va financer. Et cela en appelle, comme vous l'avez dit, à cette diversification-là aujourd'hui des investissements, de ces recettes-là qui émanent aujourd'hui de l'exploitation du pétrole dans un pays comme le Sénégal. Et en ce qui vous concerne aujourd'hui, comment miser sur les opportunités du continent également pour développer cette croissance durable et inclusive-là? Le développement durable, Daouda, c'est un des grands défis de l'Afrique, puisque l'Afrique regorge de richesses, de beaucoup de richesses, mais nous sommes aujourd'hui confrontés naturellement à beaucoup de défis structurels. Mais comment miser sur ces richesses dont vous parlez? Faible transformation locale. Il faut d'abord qu'on identifie les défis. Quels sont les défis structurels? Faible transformation locale, puisque nous sommes réservoirs de matières premières et déversoirs de produits manufacturés. Vulnérabilité climatique, nous sommes exposés au choc climatique, c'est l'Afrique qui peine le plus. Exclusion sociale, l'Afrique est riche, les Africains sont pauvres.
et aujourd'hui, naturellement, une corruption endémique. Donc, le développement, il ne peut être durable que s'il est juste et inclusif. Et c'est pourquoi il y a des piliers de la bonne gouvernance sur lesquels aujourd'hui nous devons travailler. Et je voudrais en parler. Le premier, c'est la stabilité institutionnelle et la transparence, parce que sans ça, on n'ira nulle part. Le deuxième pilier, c'est une justice sociale et une inclusion économique pour que les ressources puissent bénéficier à tout le monde. Le troisième, c'est la planification stratégique à long terme. Comme il a dit, le Maroc réussit aujourd'hui avec une succession de plans. Le Rwanda, c'est la même chose. C'est donc une planification stratégique. Quatrième pilier, c'est la participation citoyenne et l'innovation démocratique. Et pourquoi aujourd'hui il y a un lien de causalité entre diplomatie économique et bonne gouvernance? Parce que le premier attribut, c'est-à-dire que la bonne gouvernance intérieure est le meilleur argument d'attractivité extérieure. Quand vous avez un environnement des affaires fluide, ce qu'on appelle aujourd'hui, on est passé du doing business au be ready. C'est-à-dire qu'il faut démontrer au monde entier que vous avez un environnement des affaires fluide pour pouvoir en faire un levier d'attractivité. Donc la diplomatie économique donc, est plus crédible quand elle s'appuie naturellement sur des institutions fortes, un climat des affaires favorable et des politiques inclusives. Et c'est ça maintenant, là où c'est important pour nos États africains aujourd'hui de se rendre compte que, comme vous dites, le développement durable, la première définition qui avait été donnée au sommet de la Terre de Rio 92, c'est répondre aux aspirations des générations vivantes sans aliéner la capacité des futurs à répondre aux leurs. Pourquoi aujourd'hui on fait de la croissance et que la croissance elle est exportée, elle ne nous appartient pas? Ça veut dire que nous devons bâtir des champions économiques pour que ce soit des Africains qui créent de la richesse pour les Africains. Et c'est encore là la pertinence de relever le commerce intra-africain, c'est la pertinence de connecter les pays africains, c'est la pertinence de parachever l'intégration africaine, puisque tant que l'Afrique représente 2 voire 3% du commerce mondial et presque la quasi-totalité de nos produits sont exportés, transformés ailleurs et on nous le ramène ici, ce qui fait qu'un produit fini. Et donc, c'est la pertinence aussi, je pense, pour les nouvelles autorités sénégalaises d'avoir identifié 4 moteurs de croissance. Dans le projet Sénégal 2050, vision à long terme, premier moteur de croissance, c'est les industries agroalimentaires, parce que nous devons atteindre la souveraineté alimentaire. Deuxième moteur de croissance, ce sont les industries extractives, revoir un peu comment on fait avec nos ressources minérales. Troisième moteur de croissance, c'est les industries manufacturières, médicaments, habillements. Donc nous devons quand même pouvoir aujourd'hui produire cela, parce que produire et transformer localement. Quatrième moteur de croissance identifié, les services à forte valeur ajoutée. Banque, assurance, tourisme, etc. Et tout ça, c'est ce qu'il dit. Nous devons déjà identifier nos secteurs prioritaires et ce qu'il dit aussi très pertinent, protéger nos champions économiques. Pourquoi aujourd'hui le lait importé, nos secteurs stratégiques. Pourquoi le lait importé coûte moins cher que le lait produit localement? Voilà une question économique. Vous savez pourquoi? Parce que quand le producteur qui amène du lait chez eux, il est subventionné chez lui, forcément, quand il arrive ici, même en payant les droits de douane, il devient moins cher. Et donc, nous devons, nous, protéger nos industriels. Et c'est ça la pertinence aujourd'hui du débat économique que nous devons avoir. Comment faire dans un environnement où on signe des accords de libre-échange? Ça aussi, il faut une alchimie, il faut de l'ingénierie. Le Sénégal est un État qui a une crédibilité de signature. Quand on signe, on ne peut pas se lever pour dire on ferme notre marché. Donc, nous devons avoir une stratégie de protection de notre secteur, de nos secteurs porteurs. On a des systèmes de protection aujourd'hui, comme on ne peut plus maintenant importer du poulet de chair, par exemple, au Sénégal. Ça, ce sont des protections à l'importation. Mais nous devons trouver des systèmes de crédit export, par exemple, pour diffuser les produits made in Sénégal à l'international. Qu'est-ce que nous devons faire? Tous les grands pays que vous voyez qui se déploient, comme le Maroc, comme la Turquie, ils ont leur Exim Bank qui accompagnent leurs entreprises à l'export et qui financent jusqu'à 85%, par exemple, pour la Turquie Exim Bank. Ça veut dire que les entreprises, nous devons les préparer à l'export. Nous devons les accompagner, les outiller pour que quand elles vont aller à l'international, qu'ils aient aussi une stratégie export. Et ça, c'est des leviers de protection. On appelle à soutenir davantage ces champions nationaux-là aujourd'hui pour mieux protéger également nos économies. Et quel impact également peuvent avoir, M. Bey, l'endogénéisation dont vous parlez tout à l'heure? Quel impact peut avoir l'endogénéisation aujourd'hui de nos économies, ainsi qu'une gestion transparente également de nos finances publiques, puisqu'il l'a rappelé tout à l'heure, aujourd'hui cette transparence dans la gestion aussi peut attirer les investisseurs dans nos pays. Oui, je suis d'accord. Il nous faut endogéniser l'économie, il nous faut régler les questions de transparence. Mais vous savez, parfois, il y a des logiques. En économie, rien ne se réinvente. L'économie, ça repose sur la confiance d'abord. Une économie, ça repose sur la confiance. La confiance des investisseurs.
Et ensuite, ça repose sur les perceptions. Les perceptions qui se fondent parfois sur des données moins tangibles qu'au niveau de la confiance. Et ça repose sur l'anticipation. Et c'est là où on doit retravailler notre communication, aussi bien gouvernementale, institutionnelle, au niveau des médias, pour comprendre les enjeux de l'heure. Je donne un exemple. Vous aviez eu le rapport de la Cour des comptes qui est sorti. Quelle est la communication qu'on a tenue? Le récit économique qu'on a vendu, c'est qu'il y a eu un gouvernement qui a mal géré, qui a falsifié des chiffres. Qui a falsifié des chiffres. C'est d'ailleurs l'expression qui avait été utilisée. L'expression falsification de chiffres. Et qu'est-ce que ça nous a coûté? Une dégradation de nos notes souveraines à travers les plus grandes agences de notation. Alors qu'à côté, on aurait pu avoir 5 récits économiques, pour faire simple, 5 récits économiques qui auraient pu nous permettre de ne pas en arriver à cette situation. C'est qu'il en appelle aussi à une responsabilité des médias et même des institutionnels. À une responsabilité collective. 5 récits économiques. Est-ce qu'on sait qu'au moment où on parlait, les critères de convergence étaient suspendus depuis 2020 avec la Covid-19? Ça veut dire que le ratio de 70% du PIB, de la dette, c'est même plus un critère exigible. Il n'y a que la surveillance multilatérale qui continue, mais les critères de convergence sont suspendus. Les États peuvent dépasser ce ratio. Ça, c'est un premier récit économique qu'on aurait pu avoir. Tout à fait. Et c'est une réalité institutionnelle, je n'invente rien. Tout à fait. On aurait pu avoir un autre récit économique qui vise à dire les 70% du PIB, c'est comme des limitateurs de vitesse. C'est comme si vous avez votre véhicule, vous êtes au niveau du péage, on vous dit que vous ne pouvez pas rouler à plus de 70 km à l'heure. De temps en temps, tu peux dépasser, mais tu peux essayer de montrer que tu as les coups de franche pour revenir à la normale. À partir de ce moment-là, vous ne niez pas la dette, mais vous montrez aux États que vous avez dépassé les ratios qui sont fixés, mais que ça se justifie. Et que vous êtes revenu également à la normale. À la normale. Ça aurait pu être un autre récit économique qu'on aurait pu avoir. Vous aurez pu avoir aussi un autre récit économique qui vise à dire nous avons certes dépassé le ratio de la dette, les 70%, mais c'est parce qu'on a anticipé un peu sur les recettes pétrolières et gazières. Parce que souvenez-vous, nous étions dans un contexte... Et c'était le cas d'ailleurs, c'était le cas plutôt d'ailleurs oui, pour le dernier budget. je sais, moi qui en parle. Parce que nous étions dans un environnement où le FMI pensait que le Sénégal pouvait commencer à exploiter à partir de 2021. Malheureusement, il y a eu un décalage. Et quand vous anticipez en disant « je peux emprunter », derrière, vous ne commencez pas l'exploitation, ça crée un décalage entre les recettes que vous avez et ça, forcément le ratio de la dette va augmenter. J'aurais pu multiplier les exemples pour dire qu'à côté, vous aviez plusieurs récits économiques que vous auriez pu avoir, mais vous préférez un récit économique qui est fondamentalement politique, pas technique, et finalement, ça se retourne contre toi. C'est pourquoi moi je dis qu'il nous faut une responsabilité collective de part et d'autre, que ce soit gouvernement, que ce soit médias, que ce soit administration ou acteurs institutionnels. C'est à partir de ce moment-là où on peut véritablement adresser les bonnes questions de l'heure, mais savoir que aussi la communication, c'est un élément aujourd'hui qui est extrêmement important. C'est-à-dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un récit économique pour vos citoyens et un autre récit économique pour les investisseurs. Ce que vous dites à vos citoyens, les investisseurs le captent. Tout à fait. En un temps T. Donc, il vous faut être très équilibré afin de trouver le juste milieu pour bien communiquer avec tes citoyens. Je ne dis pas qu'il faut masquer les vérités. Oui, les vérités doivent se dire. Et on reste avec un point important que vous venez de soulever, à savoir la pertinence ou bien l'importance même de cette communication-là. Si je reste avec un secteur bien particulier, à savoir la presse aujourd'hui, les médias, est-ce que cela en appelle pas ce que vous venez de soulever là aujourd'hui? Comment est-ce que ce traitement fait du rapport de la Cour des comptes aujourd'hui a amené ou bien à donner une mauvaise image aujourd'hui du Sénégal et de l'économie sénégalaise, surtout du gouvernement sortant? Est-ce que cela n'appelle pas également à aller aujourd'hui vers un renforcement de capacité de ces acteurs des médias-là sur ces questions-là et même par rapport au traitement aujourd'hui de l'information économique? Évidemment, évidemment. Ça, pour moi, ça, au-delà du gouvernement, c'est une responsabilité aujourd'hui de la Cour des comptes. C'est-à-dire partout dans le monde, les cours des comptes ont trouvé des moyens de créer des passerelles entre eux et les journalistes pour les amener à bien comprendre leurs rapports, parce que la Cour ne communique qu'à travers des rapports. Et parmi les défis de la Cour des comptes aujourd'hui, le journaliste, c'est le relais. C'est celui qui transmet le message aux citoyens. Il faut que la Cour puisse être amenée à capaciter ces journalistes-là pour que ces journalistes soient bien formés en finances publiques, puissent comprendre les enjeux de l'heure, puissent tenir une communication qui ne pourrait pas demain desservir le pays. Et c'est souvent pas le cas, malheureusement.
on a des récits économiques qui nous sont vendus, portés par les médias, portés par tout le monde. C'est le buzz qui nous intéresse et après derrière on veut avoir des résultats, c'est pas possible. Et derrière également les conséquences sont désastreuses sur l'économie et même sur les résultats du Sénégal. J'ai comme l'impression que Ba voulait réagir tout à l'heure par rapport à ce que vous totalement développiez. son appel au sursaut patriotique parce que moi aussi je suis comme lui, je suis d'avis qu'aujourd'hui on participe nous-mêmes à fragiliser notre pays. Il a dit quelque chose qui est important, l'économie c'est aussi au-delà des données tangibles, c'est une question de perception. Il n'y a que moi au Sénégal où je vois des journaux qui titrent que sur des faits divers. Quand vous arrivez dans un pays normal, on ne va pas mettre à la une des plus grands journaux du pays des histoires de faux monnayages et autres. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus de faux monnayages aux États-Unis, dans ces grands pays qu'au Sénégal, chaque jour. Et pourtant, vous ne les voyez pas dans le New York Times, à la une, etc. Mais quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous dégradez la perception de notre pays. Et c'est ce qui se passe. C'est qu'au Sénégal, vous voyez un grand quotidien titré sur des faits divers, à la une. Ou d'autres qui titrent sur... Mais ça, ils sont parmi nous aussi, comme il dit. Les investisseurs sont parmi nous. Leurs ambassades sont ici. Leurs agences sont ici. Quand nous avons dégradé par 2 fois notre note par ces 3 agences de notation qui sont mondialement reconnues, Fitch, Moody's et Standard & Poor's, parce que les marchés financiers réagissent à cette perception généralisée de la question de la confiance. Que nous avons donnée de notre pays. Aujourd'hui, l'Union africaine vient de mettre une agence de notation, c'est très bien, on applaudit, sauf qu'il ne s'agit pas simplement de mettre une agence, il s'agit aussi de faire reconnaître cette agence par ces organisations-là, par ces marchés financiers. Donc aujourd'hui, effectivement, moi, vous savez, Daouda, et je le dis ici sans me cacher, c'est très rare, moi, que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de traitements médiatiques. Et pour le rapport de la Cour des comptes, quand ça a été publié, moins d'une heure de temps, moi j'ai vu des analyses dans tous les sens. Alors que personne, ces gens-là qui se sont précipités pour faire des analyses politiciennes, n'ont pas pris le temps d'analyser à froid. Parce qu'un rapport, on l'analyse à froid. Et des fois, ne sont même pas habilités aujourd'hui. Quand on l'aurait analysé à froid, effectivement, on aurait bâti des narratifs. Parce qu'une opportunité, une difficulté, il faut le transformer en opportunité. Voilà, c'est ça le rôle de la communication. Et ce qu'il dit, les critères de convergence qui ont été suspendus pour faire face, pour permettre aux États de travailler sur leur résilience économique dans la période de la relance. Personne n'en a parlé. Et moi, je suis quand même très heureux de voir qu'aujourd'hui, des acteurs et des cadres sénégalais de ce niveau puissent investir, et ils doivent davantage investir le débat public. Et je voudrais encore une fois féliciter ce genre d'émission où on parle de l'économie. C'est à travers l'économie que l'on comprend le monde. Le Sénégal, nous avons besoin d'assises économiques, de débats économiques, comme je dis. La politique ici, nous sommes une démocratie achevée. Ici, dans ce pays, on a voté un dimanche. Et c'est d'ailleurs le grand enjeu aujourd'hui de débat à Paris aujourd'hui pour discuter d'enjeux et de thématiques en tout cas qui nous intéressent au plus haut point. J'aimerais que nous poursuivons sur ce point-là, la question du développement durable et inclusif. On le dit depuis tout à l'heure, nous disposons également d'importantes ressources, que ce soit des ressources naturelles et autres ressources extractives, le pétrole, le gaz, l'or, le phosphate et bien d'autres ressources également. Mais comment leur exploitation aujourd'hui peut soutenir aussi ce développement-là, ce développement durable et inclusif? Premier niveau, c'est qu'il faut transformer localement. C'est le pari. Puisque quand le Sénégal, on vend chaque année 400 000 tonnes d'arachide brut à la Chine, 400 000. La Chine amène l'arachide, en fait du beurre d'arachide, de l'huile d'arachide et nous le ramène ici et nous vend un produit manufacturé. On vend la mangue brute, on nous l'amène là-bas, on fait du jus de mangue, on le ramène ici, en produit fini. On vend du poisson brut, on le met en conserve, on le ramène ici. On vend du sel brut, on l'iodise quelque part ailleurs, on le ramène ici. Donc nous devons transformer localement. Quand on transforme localement, on augmente la part de valeur ajoutée, on augmente naturellement, on crée de l'emploi. Et c'est ça le défi aujourd'hui de la ZLECAf, la transformation industrielle de l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont réussi à transformer 50% de leur cacao. Comment ils ont réussi à faire ça? Ils ont créé des clusters industriels parce que l'enjeu, c'est la capacité de production de masse. Pour faire face à ces grands pays-là, nous devons avoir une capacité de production de masse. Et la maîtrise également de la question de l'énergie, puisque le kilowattheure est moins cher à Abidjan qu'à Dakar ou dans d'autres capitales. On en parle. Et c'est la pertinence de la stratégie Gas to Power. Aujourd'hui, le kilowattheure coûte 113 francs CFA au Sénégal contre 65 francs à Abidjan. Et donc l'industriel ivoirien est beaucoup plus compétitif parce que dans les facteurs de production, l'énergie c'est le poste le plus important. Donc, et c'est la pertinence du gas to power. Nous allons diviser par 2. Le coût du kilowattheure est projeté à l'horizon 2050 à 60 francs CFA. Ça veut dire que nous allons diviser par 2 le coût de l'électricité. On va relancer la compétitivité des entreprises et on va soulager les ménages aussi.
Gaz to Power, il y a un gazéoduc qui sera construit de 400 km de Saint-Louis pour venir jusqu'à la ville de pétrochimie. C'est ça la carte du Sénégal 2050, la future ville pétrochimique que nous voulons construire. Donc, nous devons transformer localement. C'est le premier défi. Et pour transformer localement, c'est de passer de l'artisanat à l'industrie. Parce que l'artisanat, c'est la petite production. Autant de défis à relever, M. Ba, aujourd'hui. Et il faut amener des financements. Autant de défis, comme vous le dites, pour arriver en tout cas à ce véritable développement durable et inclusif sur le continent africain. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Babacar Sané Ba. Vous êtes spécialiste en diplomatie économique, également consultant international. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation et toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci Daouda pour l'invitation. Un honneur aussi d'avoir partagé ce plateau et particulièrement avec notre frère M. Bey. Et merci également à M. Modou Bey également. Un immense honneur aussi d'avoir partagé ce plateau avec vous. Je rappelle que vous êtes inspecteur du Trésor, également spécialiste des finances et de la commande publique. Merci encore d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation. Merci Daouda, merci. C'est un honneur aussi de vous avoir rencontré enfin, mais aussi d'avoir rencontré le doyen. Le débat a été de haute facture à mon goût. J'ai beaucoup apprécié tous les développements du doyen. Merci. Au plaisir également. Merci à tous les deux aussi pour la générosité intellectuelle dont vous avez fait montre. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.